Je vais commencer. Donc aujourd'hui, on va parler arbre, poésie et Socotra, donc et poésie Socotri. Donc Socotra, qui est une petite île au large du Yémen, dans le golfe d'Aden. Peut-être pour commencer, je vais vous présenter un premier projet en fait, qu'on a initié en 2020. Je dis on parce que sur ce projet, j'ai été l'auteur, j'ai créé les contenus sonores, on en reparlera après, et j'ai travaillé en collaboration avec deux illustratrices, Elsa Mrozievic et Saba Niknam, pour développer un projet qu'on va appeler un projet transmédia, mais qui part au départ de ce petit livre. Alors pour la petite histoire, ce petit livre qui s'appelle Pages d'arbre, il est né en fait pendant la période de confinement. Moi, je suis une passionnée d'arbres et de forêts. Je pense que, comme tout le monde, se retrouver enfermée entre mes quatre murs, j'avais un besoin fort de me reconnecter à la nature. Alors, faute de pouvoir le faire voilà, dans le vrai monde, c'est passé en fait par l'écriture. Donc, pendant plusieurs mois en 2021, fin 2020, début 2021, on a eu des échanges en fait avec les deux illustratrices. Parfois, c'est moi qui leur envoyais des textes en fait, sur des arbres, alors sur un format qui a été choisi, qui est le format haïku. Je pense que vous connaissez tous hein, ce format de poésie qui vient du Japon et qui me semblait approprié parce qu'il y avait vraiment cette idée à travers l'imaginaire, mais aussi nourrie de mes expériences de forêt, de décrire mes émotions en fait, face à la nature et face aux forêts. Donc j'ai envoyé ces textes aux deux illustratrices et puis elles en retour m'ont envoyé aussi des illustrations d'arbres. Donc vous pourrez voir l'étage en noir et blanc sur lesquels j'ai également écrit. Dans ces textes, si vous avez l'occasion de les découvrir, en fait, la dimension aussi mythologique est forte. Parce que précédemment, j'avais travaillé sur un autre projet qui s'appelle Nord-Sud, où on avait mis en regard en fait, des mythologies du monde entier, avec un peu cette idée de mettre en avant la notion d'inconscient collectif et de montrer qu'à travers le monde, en fait, il y avait de nombreux mythes qui se faisaient écho. Donc la figure de l'arbre, en fait, qui est... on pourrait dire presque une figure archétypale. En fait, on la retrouve à travers les civilisations et les cultures, et donc elle est extrêmement riche de mythologie. Donc dans ces poèmes, on trouve à la fois la dimension émotionnelle de ce que je ressens quand je suis dans la nature, mais également cette dimension mythologique. Alors, je vous montrerai un extrait en fait, de ce projet, puisque je vous disais le point de départ, c'est ce petit recueil, et on a travaillé ensuite avec un musicien et puis avec les deux illustratrices pour proposer ce qu'on appelle un livre numérique enrichi, avec l'idée en fait, de faire dialoguer à la fois l'image, les mots et la musique. Alors, je disais, ce projet, il est né en 2020, alors avec entre autres aussi le soutien de la fondation Jan Michalski, et c'était juste avant la Covid. Donc le parcours qu'on avait initialement prévu de déplacement dans les forêts s'est étalé dans le temps. Et puis finalement, j'ai pu aller fin 2021-2022. Il y a une petite fenêtre de tir où j'ai pu me rendre au Costa Rica, donc d'abord dans la forêt de Corcovado, donc à l'est du pays, qui est une forêt primaire tropicale. Et puis par chance, c'était la contrepartie positive à la Covid, il y avait très peu de touristes, donc ça a été une immersion dans la forêt de plusieurs semaines qui a été formidable, sachant que quand je pars dans ces forêts, j'y vais aussi équipée de micros, dans l'idée de prendre les sons de la nature, de faire entendre aussi la voix des arbres. Donc ça a été une première expérience qui a été extrêmement riche, avec une forêt en plus au Costa Rica qui est une forêt très bavarde. Les oiseaux sont présents de jour comme de nuit. On a l'impression qu'on vit un concert permanent. Et du coup, c'était assez intéressant au retour de travailler aussi avec le musicien qui s'est aussi emparé de ces sons de la nature pour créer sa musique. Donc je vous ferai écouter tout à l'heure des extraits, mais on voit, je vous disais tout à l'heure que l'idée c'était de faire dialoguer les champs de la création, que les mots, la musique, l'illustration, tout ça est très entremêlé. Il n'y a finalement pas l'un qui prend le pas sur l'autre, mais c'est vraiment un dialogue. Et puis
Par la suite, j'ai pu aussi me rendre dans une autre forêt tout à fait différente de celle de Corcovado, qui est la forêt de Yakushima. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Yakushima, c'est une petite île qui se trouve au sud du Japon. Moi, qui m'évoquait énormément de choses. J'adore les films d'animation de Miyazaki. Et il se trouve que la plupart de ces films, enfin l'imaginaire autour du film, est emprunté en fait à cette île de Yakushima. Il s'est rendu à plusieurs reprises en fait sur l'île et on retrouve vraiment les atmosphères de Yakushima dans ces films d'animation. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que parallèlement à ce que j'avais vécu au Costa Rica, en fait, la forêt de Yakushima, c'est une forêt qui est entièrement recouverte de mours et on est presque face à une forêt silencieuse. Donc c'était assez aussi intéressant d'avoir deux types de forêts radicalement différentes en termes de son et surtout pour ensuite passer à l'étape de poésie. Alors de poésie, je vais en parler après, de poésie mise en voix et mise en son, ça a changé complètement l'approche de l'écriture. Sur la forêt, vous imaginez bavarde, on va dire pour le Costa Rica, et puis celle de Yakushima, le traitement par exemple des silences, et des silences moi au moment de l'écriture et puis au moment de la mise en voix avec l'ingénieur du son qui a fait aussi un travail important, c'est quelque chose en fait que j'avais toujours en tête, c'était comment rendre compte en fait de cette réalité sonore et de ces voix différentes en fait des forêts. Donc ça, c'est pour les deux premières forêts visitées. Puis je vous parlerai d'une troisième forêt qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel on a un projet en ce moment autour de la poésie, qui est donc la forêt de dragonnier de l'île de Socotra. Si vous voulez, je vais peut-être vous présenter tout de suite à l'écran donc, ce premier projet d'Arbre-Monde. Voilà. Alors, je vais vous mettre le son. Je vous invite peut-être à fermer les yeux une minute. Donc, ces sons que vous avez entendus, entremêlés avec le début de la composition musicale, donc ce sont des captations sonores faites dans la forêt de Corcovado, donc qui se trouve en bord de mer. Et donc, on a créé, alors il faut peut-être que je vous le mette après à l'écran, mais une cartographie en fait du monde avec des forêts. Je vais vous la présenter. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas à l'écran, parce que j'ai basculé là sur... Bon, c'est pas grave. On a créé une carte du monde en positionnant des forêts et des arbres. Et si on le voit bien à l'écran, je vous montrerai après voilà, ce qu'on peut écouter. On a deux formes en fait, d'écrit. Donc à la fois la rencontre avec les arbres, je vous l'indiquais tout à l'heure, où on va retrouver en fait, les petits poèmes qui sont dans ce recueil mis en voix et en musique. Et puis des forêts, je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran, où j'ai écrit en prose. Ah ben voilà, ça sera plus parlant avec la carte sous les yeux. Donc voilà, cette carte, elle a été réalisée par Elsa Mrozevic, et vous voyez, il y a des petites feuilles à l'écran, des feuilles vertes et des feuilles bleues. Donc les feuilles vertes, c'est une invitation à aller rencontrer des arbres, et les feuilles bleues, à aller voir ces fameuses forêts dont j'ai parlé précédemment. Donc je vais tout de suite me rendre...
à Yakushima, à Socotra. Avec un premier arbre que je vais vous inviter à découvrir, qui est le dragonnier de Socotra. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais pour la petite histoire, en fait, Elsa, avec qui je travaille, est allée au Yémen il y a une vingtaine d'années. Et puis, il y a 10 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a envoyé une photo qui était la photo de cet arbre incroyable qui est le dragonnier de Socotra. Je vous en montrerai des photos tout à l'heure, qui est en fait une espèce endémique à l'île. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis promis un jour d'aller à la rencontre de cet arbre qui est riche en plus d'une mythologie empruntée à la fois en fait, à la mythologie européenne, mais aussi des pays arabes et aussi de l'Inde. Socotra en fait était sur la route de l'encens, et ce qui rend aussi finalement ce territoire intéressant parce qu'on a eu un croisement de populations qui fait qu'on a une culture extrêmement riche de sa diversité. Et puis j'ai dû attendre 10 ans en fait, avant d'aller à la rencontre de cet arbre, parce que comme vous le savez, il y a la guerre au Yémen, les vols ont été suspendus pendant un temps, et puis à la sortie du confinement, je crois en 2021, un vol a réouvert en fait, entre Abu Dhabi et Socotra, donc je suis partie en fait, sur cette île à la rencontre de cet arbre. Le texte que vous verrez après sur la forêt, je l'appelle l'appel du dragonnier, parce qu'il y avait quelque chose un peu d'irrationnel finalement de partir à ce moment-là à Socotra. Mais en fait, cet arbre, je le trouvais esthétiquement magnifique, et puis comme je vous l'indiquais, avec une mythologie qui me faisait rêver, qui me donnait envie de découvrir plus avant cet arbre. Donc je vais vous faire écouter en fait le premier poème composé sur cet arbre. Alors, je vais vous remettre le son peut-être, ce sera mieux. Le dragonnier. Ni pluie, ni neige, ni grêle, goutte de brouillard, le dragonnier s'enrhume. Aux pieds de serpents rampants, le long des collines, vent mordant et sec. Alors, je ne vais pas vous le mettre en entier. Vous avez dû, à l'écoute, vous rendre compte que la place de la musique, en fait, est importante. Sur ce texte-là, on a à peu près 5 minutes d'écoute. Et pourquoi la place de la musique on lui a donné finalement autant d'importance, c'est que moi j'avais cette sensation, enfin je pense qu'on l'a tous, que quand on est en forêt, dans la contemplation, on est face à une sorte de temps qui s'étire. Tout à coup, on oublie tout, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de respirer. En plus, vous ici, vous êtes bien placés pour vivre cette expérience-là au quotidien.
Et je trouve que cette expérience de la forêt, en fait, elle contraste fortement avec l'expérience qu'on a au quotidien dans nos vies actives, notamment derrière ces écrans, où en permanence on est sollicité. Enfin, on a l'impression qu'on est dans une course permanente et on ne prend plus forcément le temps de se poser et d'éprouver ce qui est le temps long. Je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs tous les mouvements slow qu'on voit émerger à différents endroits, la slow littérature. Enfin, on a quand même cette sensation qu'on a besoin de renouer avec ce temps long. Et là, dans le cadre de ce projet numérique, en fait, une des questions, c'était de se dire comment est-ce qu'on va, à travers un support qui est celui des écrans et celui du numérique, où on est habitué à les zapper, à rester assez peu longuement concentré sur des contenus, comment est-ce qu'on va amener les gens à refaire l'expérience en fait, du temps long qui est propre, je trouve, à la contemplation et à notre rapport en fait, à la nature. Donc l'idée, c'était pas forcément de proposer le texte brut, je pense qu'on aurait peut-être eu pour 1 minute de lecture, mais justement de laisser ces temps longs. Alors, je parle de la musique, mais ça aurait pu passer aussi par des silences. Ce qui était intéressant avec la musique, c'est comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est qu'elle pouvait se nourrir aussi des sons de la nature. Donc il y a vraiment eu dans ce travail d'écriture une réflexion sur notre rapport en fait, au temps. Et puis, donc ça, ce sont pour les arbres. Je vais vous montrer aussi ce qu'on a écrit s'agissant des forêts. Donc je vais reprendre la forêt de Socotra. L'appel du dragonnier. Et je vous laisse regarder. C'est une histoire d'arbres. C'est une histoire de serpent. C'est une histoire de sang. Mille et une nuits que je ferme les yeux et que j'écoute le sifflement du serpent aux noires écailles. Un sifflement qui s'enroule en spirale autour de mon cœur, l'enserre, le fait palpiter de plus en plus fort. Un murmure intérieur de la chair, du cœur, un murmure croissant, un cri puissant. Entendre une incantation d'un autre temps. Quand au printemps les serpents siffleront, de la mer sortiront la murène et le requin, et tous, dans une ronde nuptiale, s'uniront, serpents ailés, gardiens des arbres à encens. Déployez vos ailes, bientôt d'autres horizons. Bêlements de chèvres, gémissements rauques des noirs cormorans, cris des vautours d'Égypte, fracas des vents, des vagues en furie, s'accordent au sifflement des serpents qui jaillissent des eaux sombres de la mémoire. Es-tu prête à me suivre, à descendre au cœur de ton arbre? Si tu le veux, alors suis-moi, tu n'as rien à craindre. Alors ce site, il est accessible librement, donc vous pouvez après vous promener dans les forêts présentées. Ce que vous voyez là dans cette invitation à se promener dans la forêt, et ça aussi c'était important pour nous, c'était se dire on part en fait de l'illustration jusqu'à la photo, donc qui sont des photos que j'ai faites à Socotra, avec un peu cette idée de se dire en fait, je pense qu'on a tous autour de la forêt
un imaginaire assez fort. Je pense à certaines forêts en Bretagne, je fais un clin d'œil à quelqu'un dans la salle, à Ouelgoth, où c'est pareil, vous avez une mythologie extrêmement forte en fait, dans ces forêts, et je pense qu'avant même d'y aller, on a déjà en fait des images extrêmement présentes en fait dans notre tête. On vient charger en fait de tout un tas de lectures et d'un imaginaire. Et donc l'idée, c'était partir de l'illustration, qui était peut-être ce qu'on pouvait imaginer projeter de ces forêts, pour arriver à cette photo qui est l'image réelle de la forêt telle que j'ai pu la voir notamment à Socotra. Et donc ça, c'est pareil, c'est un travail qu'on a fait avec ces deux mêmes illustratrices. Donc ce projet-là de livre numérique enrichi, l'idée, c'est vraiment d'inviter à découvrir des forêts très variées du monde, et puis dans les textes aussi des mythologies qui renvoient à ce que je indiquais un peu aussi en introduction, à cette notion d'inconscient collectif, parce que finalement, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais quand on regarde de la mythologie autour du dragonnier, je vous parlais à la fois de mythologie européenne, de mythologie des pays arabes ou d'Inde, on revient à des choses assez similaires. On parle de sang en introduction, mais on est vraiment dans cette idée en fait du premier meurtre. Et dans ces trois mythologies, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière forte. Alors on peut se dire que c'est induit par l'arbre tel qu'il est, puisqu'il a cette particularité d'avoir une sève rouge, et que forcément ça évoque le sang, et puis effectivement cette origine avec cette notion de premier meurtre. Mais en tout cas, c'est assez intéressant qu'autour de la figure de l'arbre, on voit qu'il y a énormément de choses qui se répondent en fait à travers le monde. Je trouve que l'arbre, il a quelque chose de formidable dans une société où tout n'est pas toujours simple. On regarde l'état du monde aujourd'hui, de montrer que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent plutôt qui nous divisent quand on commence à regarder ces mythologies. Alors... Oui, ça va, j'ai bien tout à l'écran. Donc pour finir avec ce projet, donc on est parti du livre numérique enrichi. Quand vous avez ce petit livre-là, on souhaitait aussi, parce qu'on tient à conserver aussi le livre papier, donc l'objet, et vous avez en fait un QR code à la fin qui renvoie aussi vers les contenus sonores, donc qui sont les textes mis en voix et en musique de ce recueil. Et puis un point aussi qui nous tient à cœur, c'est la place aussi des arbres et de la nature en fait dans l'espace urbain. Alors il se trouve que j'habite à Strasbourg, on a quelques parcs à Strasbourg, mais globalement on est dans une ville qui est relativement minérale. Et je fais une petite parenthèse, j'étais ravie en arrivant à la Fondation hier, j'en parlais tout à l'heure avec Thomas, de voir qu'on n'avait pas des pelouses qui ressemblaient à du green de golf, mais que la nature était présente, qu'on était face presque à une prairie. Et ça m'a réjouie, parce qu'on parle beaucoup de protection de la nature, de la biodiversité. Et en fait, la biodiversité et le vivant ne trouvent sa place que dans ce type d'espace. C'est-à-dire que dès lors qu'on coupe l'herbe, on coupe avec aussi tout un pan de la vie. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, cette idée de faire venir la nature au cœur de la ville, c'est quelque chose pour moi qui est important. Alors évidemment, je ne peux pas décider de ce qui va se passer à Strasbourg. En revanche, on leur a fait une proposition, c'est de proposer en fait aux Strasbourgeois un parcours sonore. Donc pour ça, on a recensé en fait tous les espaces verts qu'il y avait dans la ville. Donc on a identifié une quinzaine de parcs et on a créé. Alors finalement c'est bien l'usage des QR codes là aussi. Il y a du bon à la période Covid. On a produit des QR codes et puis des petites plaques et on a renommé certaines aussi rues de la ville de Strasbourg. Donc on a pris des noms d'arbres et donc quand on s'arrête devant ces QR codes, on peut écouter aussi les textes et la voix des arbres. Alors évidemment, tout ça, c'est symbolique, mais c'est surtout de rappeler combien
Je pense qu'on en a tous besoin, de retrouver le végétal au cœur de ces grands espaces minéraux que sont les villes. Ceci étant, je pense que c'est très français. Vous me direz si j'ai tort tout à l'heure. J'ai quand même l'impression qu'en Suisse, la nature est plus présente. On a un bon exemple ici, mais de manière générale, je pense que... Bon, vous me direz. Voilà. Donc, on a créé cette cartographie qu'on peut trouver aussi sur le site Arbremonde, donc, qui invite les Strasbourgeois à prendre leur vélo et puis à faire le tour des parcs pour aller découvrir et aller écouter la voix des arbres. Je vous parlais aussi pour moi de l'importance de faire entendre la voix des arbres. Je pense aussi qu'il y a un enjeu important d'éducation en fait, auprès des plus jeunes. Les enjeux, les sujets écologiques sont très présents dans les débats aujourd'hui, mais je pense que ça commence tout petit. Donc, dans la continuité de ce projet, donc toujours autour de l'arbre, avec Elsa, dont je vous parlais précédemment, en fait, on a créé un premier prototype, alors que vous voyez là à l'écran. On ne voit pas que c'est monumental, mais vous voyez, c'est une planche pop-up donc, qui fait 2 sur 2. Donc, quand on l'ouvre, en fait, c'est un pop-up, un arbre pop-up géant. Et cet arbre pop-up géant, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc là, c'est un baobab. Vous avez plusieurs animaux qu'on peut apercevoir à l'écran, donc un calao, un singe et un lièvre. Et on a mis en place en fait un dispositif applicatif en réalité augmentée. Et donc, quand les enfants scannent les animaux, alors les animaux vont s'animer. Et surtout, après, avec l'animation de ces animaux, en fait, on leur donne à entendre un conte emprunté alors à des contes d'Afrique de l'Ouest essentiellement, mais qui, encore une fois, re-questionne en fait, notre rapport, nous, d'êtres humains, à la nature. Alors, c'est toujours compliqué quand on utilise le numérique. C'est qu'on sait aussi qu'il y a des questionnements sur l'empreinte carbone et à ce qu'on consomme d'énergie avec le numérique. Mais en même temps, avec les enfants, ça permet aussi une porte d'entrée vers d'autres champs et vers la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu pour les enfants magique de voir tout à coup ces animaux qui s'animent. Et on l'a présenté il y a quelque temps lors d'un festival d'art numérique et finalement on était ravis parce que les contenus, encore une fois, quand on voit le temps d'attention qu'on a aujourd'hui, et d'autant plus quand on est dans une expérience dans un espace public, le temps d'attention reste court. Et finalement, les enfants étaient assis autour de l'arbre avec leurs écouteurs à écouter ces différents contes, encore une fois, qui amenaient à une réflexion sur notre rapport à la nature. Alors ça, c'est un prototype et on a dans l'idée, avec Elsa, de créer une forêt. Donc notre rêve, ça serait d'avoir cette forêt de pop-up géants avec des espèces du monde entier, un peu celles qu'on va retrouver sur la carte tout à l'heure, pour faire aussi entendre la richesse des mythes. Donc là, ce ne sont pas des textes qui viennent directement de moi, mais c'est des textes revisités, empruntés aux différents pays qu'on a évoqués tout à l'heure, pour donner à découvrir aussi cette richesse de la mythologie autour de l'arbre ou plus largement autour de la nature. Et puis vous allez me dire que je suis un peu obsessionnelle avec la forêt, mais on a un autre projet aussi en cours qui est cette fresque de forêt universelle, où là on va encore un petit peu plus loin dans la démarche, c'est qu'on souhaitait aussi aborder, parce que finalement tout est lié. Je pense qu'on peut difficilement aujourd'hui parler, on parle beaucoup de la protection des arbres. Les arbres, c'est un sujet, je pense qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais en fait on ne peut pas penser l'arbre seul. Il faut penser aujourd'hui à un écosystème. Et de ces arbres, en fait, dépend aussi la survie de nombreuses espèces. Alors, j'en reparlerai avec le dragonnier de Socotra tout à l'heure, mais on a notamment des espèces d'arbres qui sont ce qu'on appelle des espèces parapluies. Donc, on a réellement des espèces dont la survie dépend complètement de ces arbres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette fresque monumentale qu'on est en train de terminer, qu'on présentera a priori fin d'année, on a caché en fait un certain nombre d'animaux en voie de disparition.
Et avec le même dispositif que ce que vous avez vu avec l'arbre pop-up, en fait, l'enfant est invité à les retrouver, alors ils sont en noir et blanc, à les retrouver dans ces forêts, ces animaux, et avec le même dispositif, on enclenche une animation, et là, en revanche, on revient à des contenus, à une écriture beaucoup plus poétique, donc des formats un peu courts. Moi, je trouve que le haïku, ce qui est formidable, c'est qu'en très peu de lignes, en très peu de lignes, on peut en dire beaucoup. C'est la grande force aussi de cette poésie. Et puis, je reviens au dragonnier de Socotra, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'un peu magique, en fait, dans cette histoire. Je vous parlais tout à l'heure de l'appel du dragonnier. Donc, vous l'avez compris, si j'ai pris un vol pour le Yémen, c'était pour aller à la rencontre de cet arbre et puis nourrir mon travail d'écriture. Et il se trouve que, chose incroyable, quand je suis arrivée sur cette île qui compte, je ne sais pas, à peu près 60 000 âmes, alors il y a beaucoup plus d'habitants aujourd'hui parce qu'avec la guerre du Yémen aussi, vous avez un certain nombre de Yéménites du continent qui ont trouvé refuge sur l'île. Mais surtout, ce qui est fascinant sur cette île, c'est que donc vous avez 60 000 âmes et vous avez quand même une association de poètes avec une centaine de poètes qui vraiment au quotidien travaillent en fait à la transmission de cette poésie, qui est une poésie orale et en plus qui est une poésie qui est déclamée en socoterie, qui est aussi une langue qu'on ne trouve en fait que sur cette île de Socotra. Il y a un double enjeu en fait de conservation, de sauvegarde de cette langue et aussi de sauvegarde de ce patrimoine oral qui est enfin, tout à fait exceptionnel. Alors, moi, malheureusement, je ne parle pas socotri, donc je n'ai pas pu prendre les textes à la source, mais là, on travaille en ce moment à une traduction d'abord en arabe et puis ensuite, dans un second temps, en français pour donner à découvrir cette poésie. Et chose vraiment exceptionnelle, c'est que vraiment cette poésie, elle est ancrée dans le quotidien. Alors on voit des poètes qui vont de mariage en festivités diverses pour déclamer leur poésie, mais c'était assez étonnant parce que la première fois qu'on a fait ces captations de poésie socoterie, c'était en mars dernier, donc on est revenu avec les enregistrements dans la capitale, donc dans la ville d'Adibou. Et donc moi, je ne comprenais pas les textes, mais ce qui était assez frappant, c'est que quand on les donnait à écouter, parce que les socoteries avec qui on était allés auprès des Bédouins pour faire la captation étaient ravis de partager ça avec les habitants de la capitale, c'est que tout le monde réagissait en fait à des mots bien particuliers. Donc ça m'était confié dans un travail sur les jeux de mots. Et on voit qu'à chaque fois, ça les faisait sourire. Alors, évidemment, on est un peu frustré quand on ne comprend pas la langue, mais on sent que, en tout cas, cette poésie, encore une fois, elle regroupe et qu'il y a des éléments très forts dans l'écriture qui les faisaient réagir. Je vous ferai juste écouter, même si on ne comprend pas la langue, je trouve que c'est intéressant en fait, d'écouter cette poésie, et je vous inviterai à réagir. Parce que, sans devancer vos réactions, on voit à quel point aussi la poésie peut être diverse selon la langue et les cultures. Et à l'oreille, c'est très particulier en fait, à entendre. Je vais peut-être d'ailleurs vous le faire écouter tout de suite. Alors vous m'excuserez, on entend un peu le son du vent. C'est les premières incaptations qu'on faisait, mais il se trouve que ces poésies, on les enregistre en montagne, à Socotra. Il n'y a pas de possibilité de le faire dans des lieux clos. Et que naïvement, alors j'y suis retournée depuis, puis on y retourne au mois de mars pour continuer ce projet. Je n'étais pas suffisamment bien équipée, et donc le vent étant très fort, vous allez l'entendre un peu au début. Mais je vais vous inviter à écouter, puis après peut-être à réagir. زيد كان عشم جدا واضعك عشم دينا حظ أرض توديت معفنة يانا حبش شلبة ورجح طيب شبيه يمتدهر دي ما استفدها الناس راح قصها مدعيله فاذن دي ما شحيها هالدعال هي طريقة من حيها المزي دي بش كزي جدامر ضيا على ضحاي دي ما استحي ساعة جعافة فجل عبيدي
ديما صفر الجفاك يحشد مجتنا يردد ديما شت حافتان دانا مدى يلبر تلبد ديما صرزح جفاي ودي العزراندن ديما سجينا ثلاثة عيمد بالشبه هذا صار به مصدر هيبود قرية في زيف الدمامي والله طدع دماغ ما داعي له تعرف حبها شام تصيهاندن وذكال بن عز هاردن قاصر إن شاء الله على الله عن سطعنا دنحا شيب إن شاء الله صبح من دين الذي وصل صار جينش شين بشترك لك زكاطري الله حزب يرتد أمتل بشري عن تبعار تشفف شنب وتقدر وأمتل بشعر يبتد برطح الماطر عن عره المصبح هذا تعد صبح حال معيام يتقل كبج فقح تعد بشاف أضلك بنصف سري بنيتن تعد تضل بشباع البشيد عزة يدين تعد العرب سياسة عن سقطري جم دولن تعد حيلات يسوي اللي نبع بلا سجادة ودحيلات عايك تدح يفضل جدا مشلم لك قال لي الله هبر شبه حبل عم حرج على العبز قال كي صلاه طمن زين زعق كان وام تجازم. Alors je vais pas vous mettre tout mais je vais vous inviter à réagir. Oui. Oui. Et à l'écoute, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à vos habitudes d'écoute de poésie qui seraient dans nos langues européennes? Oui, il y a cet effet comme ça. Et alors, c'est intéressant parce que quand... donc ces textes, en fait, dont on a fait la captation en audio, on les a transmis en fait à un universitaire Socotri qui a édité un premier dictionnaire pour tenter de traduire du Socotri à l'arabe, sachant que le Socotri, il n'y a pas d'alphabet, hein, c'est une langue orale. Donc il y a eu des tentatives de création d'un alphabet par des Russes il y a quelques années. Et puis donc cet universitaire Socotri a sorti un premier dictionnaire. Et donc il a retranscrit ce que vous venez d'entendre par écrit. Et donc, quand j'ai reçu les textes, sans comprendre du tout ce qui était écrit, en fait, les textes sont coupés en 2 colonnes. Et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous avez vu sa gestuelle? Parce qu'on voyait que ça partait un coup vers la droite. Vous n'avez pas eu l'image? Ah mince. Bon, alors je vous en remettrai peut-être 2 secondes. Ça a dû... Enfin, donc, bref, oui, si vous n'avez pas eu l'image, ça va être compliqué. En fait, je vais vous la repasser parce que quand même, au moins un petit bout que vous puissiez voir, comme ça sera plus parlant ce que je vous raconte. Alors, du coup, pour reprendre cette idée, peut-être avant de vous montrer la vidéo, de cette sensation qu'il y a de ces 2 colonnes, est-ce que vous, à l'écoute, vous avez ressenti en fait qu'on avait la sensation qu'on a 2 groupes de phrases, enfin deux groupes de phrases qui se répondent? Merci. أمتل بشري عن تبعار تشفف شنب وتقدر وأمتل شعرها تزحها لا تقد صاحبنا فطهذن يبتد برطح الماطر عن عرها المصبح هذن تعد صبح حال معيام يتقل كبج فقح تعد بشاف أضلك بنصف سري بنيتن تعد تضل بشباع البشيد عزها يدين تعد العرب سياسة عن سقطري جم دولن تعد حيلات يسوي اللي نبع بلا سجادة ودحيلات عايك تدح يفضل جدا مشلم لك قال لي الله هبر شبه حبل عم حرج على العبز قال كي صلاه بطمن زين زعق كان وام تجازم دانا إلى ما سقطري يوره شع من كان توير لو المساحة من الله بديا ديادر أم دلعش دمطع عن طاد مجزمال تهبل وجاز ما سيبه شيء مارع طاد جنز ويهنا. Bon, je vais pas vous mettre tout, mais je sais pas si moi c'est une projection de l'esprit, mais je trouvais que déjà au niveau de la gestuelle, dans la poésie, on a l'impression d'un flux et d'un reflux, enfin en tout cas de ces deux groupes qui répondent. Et je trouve quand même lui, au niveau de la gestuelle, on a un peu cette sensation là. Donc ce projet, il est en cours. On doit retourner voilà, à Socotra au mois de mars hein, pour poursuivre ce travail de captation. Et du coup, on échange aussi avec une association qui se trouve à Berlin, Endanger Language Program, qui fait un gros travail en fait, de conservation de tous ces dialectes qu'on peut trouver à travers le monde et qui sont vraiment en danger voilà, de disparition. Donc ça, c'était le côté magique aussi de ce voyage, c'est que je parlais de l'appel du dragonnier.
Alors vous allez me dire que ce n'est pas rationnel du tout, hein, ce que je vous raconte, mais en fait je me dis que ce dragonnier m'a plu aussi pour ça. C'est que je suis passionnée de poésie et arriver dans cette toute petite île où la poésie en fait est si présente, il y avait quelque chose finalement de magique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Peut-être aussi pourquoi je suis finalement en résidence à la Fondation Jan Michalski, c'est que c'est très lié au projet que je viens de vous décrire. Donc vous avez compris que finalement on a l'arbre en fil directeur, le dragonnier plus encore, et la découverte de cette île, ça a été la découverte en fait de plein de choses. Je vous ai parlé de la poésie, je vous ai parlé des arbres, mais Socotra, c'est aussi une île qui se trouve dans le golfe d'Aden, donc avec tous les trafics commerciaux que vous pouvez connaître. Et donc, comme vous vous en doutez, c'est un endroit stratégiquement important pour de nombreux pays. Donc, politiquement, la situation est compliquée. Et c'était aussi intéressant pour moi d'échanger avec les locaux parce qu'il y a notre regard européen nourri de ce qu'on voit circuler en termes d'informations. Et puis finalement, on se rend compte quand on échange avec eux qu'on ne comprend pas grand-chose, nous en tant qu'Européens, de ce qui se passe réellement sur place. Donc ce volet aussi était important. Un autre point aussi, c'est les femmes à Socotra. Alors quand je suis arrivée, c'était aussi un peu déstabilisant, parce que quand vous vous promenez dans Hadibou et dans les cafés, il n'y a que des hommes. Donc, en revanche, ils sont très accueillants pour les femmes étrangères, on peut le dire. Et ça m'a aussi ramené à porter un autre regard en fait, sur ces femmes finalement qu'on voit très peu, parce que pour l'anecdote, et ça j'ai aussi envie de le raconter, parce que je pense que ça a bousculé un petit peu de choses aussi chez moi. Une journée, on était en voyage au cœur de l'île, et puis il y avait un bus en fait, qui était arrêté au bord de la route, qui était en panne. Donc on s'est arrêté, et à l'intérieur de ce bus, en fait, il y avait une dizaine de femmes seules, avec juste un chauffeur. Donc on s'est arrêté pour les aider. Puis j'ai commencé à discuter avec elles, et c'était très drôle, parce que l'une me disait, moi je lui ai demandé combien elle avait d'enfants, je n'en ai que 2, j'en veux pas plus, ça suffit. L'autre me racontait, en fait on est à 10, on est parti en voyage entre copines. Et du coup, quand je disais ça a bousculé des choses, c'est que finalement, cette image que j'avais de dire que quelque part elles étaient emprisonnées, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, voilà, il y avait d'autres choses derrière. Enfin, en tout cas, que ça valait le coup d'aller plus loin et puis de ne pas s'arrêter qu'à la surface des choses. Et finalement, dans les forêts, je trouve qu'il y a ce côté fort aussi, enfin, cette envie de rendre visible l'invisible. C'est ce qui est magique en fait dans la forêt, c'est qu'on ne reste pas à la surface des choses. La forêt, elle demande du temps, elle se vit, elle s'éprouve. Et je trouve que finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le voyage, enfin qu'on devrait retrouver dans le voyage, et se dire en fait, là aussi, on a besoin d'un temps long. Et quand je disais, je suis allée à Socotra, je vais y retourner encore, je pense qu'en fait, ce temps long, il est nécessaire. Et il est nécessaire aussi à l'écriture. C'est que je pense qu'écrire là sur le dragonnier ou sur l'île, ça ne peut pas se faire en fait en un voyage en fait. Ou alors on reste à la surface des choses, et je trouve que s'il y a une forme poétique qui nous invite à aller plus loin et à dépasser justement ce visible, enfin, et révéler l'invisible, c'est bien la poésie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Vous avez rencontré aussi des conteurs yéménites ? Oui, alors effectivement, il y a une tradition, je parlais de la poésie, mais il y a une tradition de légendes, de mythologie et de contes, mais très liée aussi à la tradition orale. Hein. C'est que le folklore oral est très présent, donc... je suis contente parce que dans l'assistance, en fait, il y a quelqu'un que j'ai rencontré à Socotra. C'est incroyable parce que personne n'y va. Et avec Valérie, on s'est rencontrés là-bas. Je peux peut-être parler pour toi, mais tu pourras réagir. Mais vous parliez aussi des contes.
Valérie, elle est bretonne, et quand on se rend dans les villages de pêcheurs, en fait, les pêcheurs sont de formidables conteurs. Et je parlais des Bédouins avec la poésie, mais les pêcheurs ont énormément de contes à nous raconter. Enfin, ça aussi, je pense, c'est la force de cette île. Hein. On a à la fois des tribus de Bédouins et puis des pêcheurs. La mer et la montagne réunies. Et pour la poésie, quoi de mieux? Je trouve que les rythmes est peut-être différent, parce que bon, les contes, suivant quel conte c'est. Parce qu'il y a Oui. des passages qui sont assez poétiques. Mais les gestuels, comme ça, il y a un code. Oui. Et ce code, on le retrouve aussi chez les conteurs. Oui, c'est juste. Même en Inde, c'est Alors, je ne suis pas une spécialiste de la poésie arabe, mais je pense que la poésie, elle est... Je ne vais pas dire qu'elle est née là, mais presque. Je me tourne... Sur les pêcheurs, tu veux peut-être rebondir, non, Valérie? Non, je voulais juste te dire, par rapport à ce que monsieur disait, le rythme, par rapport aux poésies, par rapport aux conteurs. Moi, j'ai fait plusieurs semaines. J'en suis à ma 12e semaine cumulée sur cette île. Et je confirme que c'est une île qui s'apprend. Il faut du temps pour que aussi les gens ils se dévoilent, parce qu'ils sont très très fiers de leur île. Et ils aiment leur île, ils aiment leur langue. Et dans le rythme, il y a aussi, c'est encore plus marqué dans les chansons socotriées, dans les danses socotriées. Là, on voit bien ce doublon, ce miroir en fait qui se font entre les chants et les danses. Et ça, c'est radical. Quand on regarde ça, et moi, alors, j'avais pas remarqué dans la poésie parce que ça, c'est plus le domaine de Cécile. Moi, je ne maîtrise pas trop. Je suis plus dans les chants et dans les danses, et c'est exactement ça. Et alors, est-ce spécifique à la langue socotrie? Mais je pense que ça fait effectivement partie de la racine culturelle de cette île. Voilà, si je peux me permettre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comme vous ne parlez pas la langue locale, comment vous communiquiez avec les locaux? Dans quelle langue? Alors, vous parlez arabe? Non, mais il y a quand même... Alors, je vous parlais de l'universitaire que j'ai rencontré aussi là-bas, mais vous avez quand même un certain nombre de personnes, quelques-uns qui parlent anglais. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Hein. C'est effectivement de devoir passer... Alors l'anglais, en plus, n'est pas non plus ma langue maternelle, donc de devoir passer par l'anglais, et puis l'arabe, puis le socotri est encore derrière, mais finalement... encore une fois, finalement, quand on y passe du temps, il y a tout ce qu'on perçoit au-delà aussi des mots. On parlait de la gestuelle, hein, mais finalement, on arrive à dépasser cet enjeu des langues, alors avec quand même des petites frustrations, à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est que quand... on en parlait ce matin au petit déjeuner avec toi. C'est que quand j'ai reçu les premiers textes en fait en arabe, c'est de la poésie. En fait, n'étant pas arabophone, je suis pas en capacité en fait de voir la qualité de la traduction. La poésie, c'est tout sauf simple à traduire. Donc c'est des textes aujourd'hui que je partage avec des gens qui sont arabophones pour avoir eux leur appréciation en fait de cette poésie, sachant qu'on souhaite après les faire aussi traduire en français et puis peut-être en anglais pour faire découvrir en fait cette île, et puis avec cet enjeu aussi d'urgence de sauvegarde de leur patrimoine culturel. Parce que ça, j'ai peut-être pas dit, mais l'arabe aussi se développe de plus en plus. Alors je pense qu'il n'y a pas que Socotra qui est affecté, hein, c'est tous ces territoires où vous avez des dialectes, mais en tout cas l'arabe se développe fortement, et du coup avec toujours ce risque peu à peu de perdre peut-être des subtilités en tout cas de la langue. Donc je pense que c'est aussi important en fait de procéder à cette sauvegarde de cette poésie ici et maintenant, parce qu'on ne sait pas dans 50 ans ce qu'il en sera. Ce qui peut être rassurant, je crois que Valérie le disait aussi tout à l'heure, c'est qu'on sent qu'ils ont une attache en fait extrêmement forte à leur territoire. Enfin, il y a une identité
culturelle extrêmement présente. Ils se revendiquent vraiment comme étant Sokotri. Donc, pour le moment, on a la sensation quand même qu'ils sont très préoccupés et très sensibles en fait, au fait de préserver leur langue. Mais après, dans le temps... Par rapport à ça, juste une petite chose, le dernier voyage, donc il y a l'université à Socotra, à Adibo, et le dernier voyage, il y avait 10 étrangers qui étaient là pour apprendre la langue Sokotri. Donc, vraiment de toute nationalité, hein. Canadien, américain, polonais, tchèque, je crois. Enfin, je ne sais plus trop. Donc, en fait, ils ont une conscience que c'est une langue qu'il faut faire perdurer. Par contre, effectivement, à l'école, ils apprennent l'arabe, donc ils parlent l'arabe. Mais par contre, ils continuent à parler le Sokotri dans tous les villages. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi, voilà, ils veulent vraiment garder ça et que ça fasse partie de leur patrimoine et qu'ils le gardent. Donc ça, je pense que du coup, moi, je suis plus peut-être positive que ce que tu viens de dire par rapport à ça, parce qu'il y a une conscience et il y a aussi, voilà, ces étrangers qui viennent et qui, même si c'est une île qui est loin de tout, qui est un peu perdue, il y a quand même des richesses et du fait que les étrangers s'y intéressent. Alors, je pense que c'est bien parce que ça va faire des rapports aussi bien scientifiques que littéraires peut-être. Voilà. Puis il y a un petit point aussi que je trouve passionnant. Je vous parlais là du projet en cours d'écriture ici à la résidence. C'est aussi Socotra, voir le rapport que ces hommes ont à la nature. J'ai une petite anecdote à raconter, mais déjà quand vous arrivez à Adibou et que vous allez dans les cafés, en fait, les biquettes rentrent dans les cafés comme vous et moi. C'est-à-dire que les espèces animales ont leur place dans la ville et personne, ça ne perturbe personne. Et donc, je suis partie pour une randonnée dans un endroit incroyable, à Rères, les hautes montagnes, où on a encore une autre espèce de dragonnier. Et puis, la nuit venue, en fait, ils nous ont emmenés voilà, un endroit de la montagne. Il y avait un cercle de pierres et on est rentré à l'intérieur en fait pour dormir. Et je ne sais pas, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, on est dans quelque chose d'inversé. C'est-à-dire que tout à coup, c'est moi qui suis marquée et finalement, c'est tout à fait différent de ce qu'on vit ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire la même chose dans nos pays parce que c'est très urbanisé, etc. Mais en même temps, ça questionne vraiment notre rapport à la nature et la place que nous, on se donne au cœur de cette nature. J'ai l'impression quand même que dans nos pays, on s'est un peu extrait de la nature, alors que là-bas, on a vraiment la sensation, quand on y est, qu'on en fait partie et que la nature, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de loin. Enfin, voilà. Et ça, évidemment, dans leur poésie, alors c'est dramatique, pour le moment, je me débrouille comme je peux pour voir la traduction en français, mais dans la poésie, ça aussi, on le ressent. Enfin, ce rapport de la nature, ils en parlent. Ils parlent aussi quand même aussi beaucoup de ce qu'était l'île avant dans la poésie, de ce qu'elle était l'île avant et ce qu'elle est aussi en train de devenir. Mais moi, je trouve que vraiment on a cette chance encore d'avoir ce petit paradis sur Terre, je ne sais pas combien de temps ça durera, et qui nous renvoie en fait à plein de questions, je pense aujourd'hui, qui sont aussi nos questions à nous au quotidien. C'est notre place dans ce monde, notre rapport à la nature, les enjeux écologiques, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci de partager avec nous votre travail. Et, en fait, c'est juste une question par rapport au site web. Avec le poème Le Dragonnier, avec la musique, je pense que ça donne un peu l'impression du paysage sonore. Puis on voit un peu le drame du regard, ou voilà, il y a un peu une suspense, je ne sais pas. Mais en fait, c'est juste une question, comment est-ce que vous avez navigué l'interprétation de votre texte pour créer l'image et pour créer la musique qui va avec? Oui, alors la musique, ça me serait plus difficile de répondre, mais en fait, on travaille sur tous nos projets depuis 10 ans avec
un musicien. Enfin, on a la chance en fait d'avoir la même équipe. Je dis c'est une chance parce que les choses se font assez naturellement. Je vous parlais tout à l'heure de dialogue entre les mots, la musique et l'image, et c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je suis rentrée des différentes forêts qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, j'ai livré la matière brute, les sons des forêts, en fait, aux musiciens. Et puis, parfois, il a reçu, parce qu'on n'avançait pas tous au même rythme, il a reçu mes textes ou il a reçu les illustrations d'Elsa. Et en fait, il est parti de ça pour penser sa musique. Alors, au fond, il n'y a pas eu tant d'échanges que ça, mais je pense que c'est parce qu'on travaille ensemble depuis 10 ans. Donc, j'imagine qu'on a une sensibilité qui est assez proche et que du coup, la musique, enfin, moi, je trouve, correspond tout à fait à ce que les images aussi donnent à voir. Et puis, peut-être, enfin, j'espère, ce que j'y ai mis aussi à travers les mots. Mais en tout cas, c'est important dans la partie création musicale de partir en fait des sons des territoires dans lesquels on se rend. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la forêt d'Yakushima, qui est une forêt silencieuse. Là, du coup, de fait, on est uniquement dans la musique. Alors que dans la forêt du Costa Rica, on voit à quel point les chants des oiseaux, les cris des singes, etc. sont très présents et on va les retrouver tout au long du texte. Et puis il y avait ces temps longs de musique, mais je pense que la musique aussi, elle a un peu cette même force que les silences, étrangement. Tout à coup, de nous laisser, nous, de la place et de laisser de la place à notre imagination. Sur les enregistrements audio, ça c'est un point vraiment que j'ai toujours en tête et qui me tient à cœur, c'est se dire en fait quelle place on laisse à l'auditeur. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques temps, c'était intéressant, j'ai assisté à une conférence par le créateur de la Semaine du Son UNESCO, qui est acousticien, et qui disait, en fait, quand vous écoutez des publicités à la radio, vous savez, ça va toujours très vite avec du son compressé. Et il expliquait qu'en fait, derrière ça, il n'y avait pas que des raisons économiques au fait d'aller vite et de compresser, mais c'est qu'en fait, quand on vous propose ce type d'expérience audio, on ne vous laisse plus de place, on ne laisse plus de place à votre cerveau pour prendre du recul et en fait analyser ce qui est en train de se passer. Donc je trouve que la musique et les silences, en fait, c'est essentiel. En fait, c'est essentiel pour l'auditeur. C'est le moment où les images mentales en fait vont pouvoir se produire parce qu'on vous laisse en fait votre espace à vous. Sinon, si on enchaînait comme ça une poésie sans moment de pause ou sans musique, parce que pour moi, ce que je vous indiquais, il me semble que dans les deux cas, ça fonctionne, vous ne produiriez pas en fait d'image mentale à partir des mots entendus. Donc la musique ou les silences, c'est pour moi essentiel, en tout cas quand on pense l'écriture de manière sonore. Enfin, voilà. Je sais pas si... Oui ? Oui, alors j'ai profité pour poser également une question. Vous parliez tout à l'heure justement des textes qui vous parvenaient en fait en arabe. Oui. En réalité, donc cette poésie en fait sur l'Okri, la trace matérielle ou sa mémoire passe en fait par une traduction vers l'arabe. Alors, on va aussi avoir le texte en sokotri, mais là encore, c'est ce que je disais, il y a un groupe de linguistes russes qui a mis en place un alphabet, puisqu'il n'y en avait pas. Donc on aura les deux textes en fait. Le texte en sokotri et la première traduction, on l'a faite en arabe. Alors d'abord pour que le public arabophone puisse y accéder, et puis parce qu'en fait on n'a aucun traducteur qui puisse nous faire la traduction du sokotri au français. Donc on est obligé de passer aussi par cette étape intermédiaire, alors en même temps qui est essentielle pour faire découvrir cette poésie. Et sa diffusion ? Sa diffusion, elle va se faire à double titre. Alors là encore, je remercie encore la Fondation Michalski parce que ces premières captations de poésie, on a pu les faire en fait grâce à vous. Et en revenant en fait avec ces premières captations, ça a permis de rencontrer l'UNESCO, de rencontrer un certain nombre d'acteurs pour pouvoir aller plus loin. Et donc l'année prochaine, on doit y retourner, alors notamment avec
Et ça aussi, c'est génial. Enfin, ça a été plein de rencontres incroyables. C'est pour ça que je reviens avec l'appel du dragonnier. Je pense qu'à un moment, il y a des choses qui doivent se faire, mais j'y retourne en fait avec une étudiante qui vient de finir ses études en anthropologie. Et pour la petite histoire, c'est quand même fou, cette île qui est éloignée de tout. Alors, vous ne pouvez déjà pas y aller, en gros, 6 mois de l'année, parce que les vents sont extrêmement forts, donc c'est très compliqué d'aller sur l'île. En bateau, vous avez les pirates proche de la Somalie, donc c'est aussi compliqué d'y aller ainsi. Et pourquoi je vous dis, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette aventure, c'est que quand j'y suis allée, je crois, la première fois, je reçois un appel téléphonique quelques temps après, donc d'Abdullah et Isa qui m'accompagnaient sur l'île en me disant on va te passer quelqu'un en téléphone sur WhatsApp. Donc je prends l'appel, et donc c'était une Américaine qui parlait français. Bon, et Thomas aussi, j'allais dire, il n'y a pas tant d'Américains que ça qui parlent français, qui parlait français et qui en plus était étudiante aussi en anthropologie et qui voulait échanger avec moi parce qu'elle me racontait qu'en fait, elle, en l'occurrence, avait pris le bateau de la Somalie jusqu'à Socotra, alors avec tous les risques que ça suppose, mais qu'elle souhaitait qu'on se rencontre, ce qu'on a fait quelques temps après à Paris, parce qu'elle était en train de travailler sur un projet en Somalie d'éleveurs qui avaient aussi une tradition de poésie apparemment extrêmement intéressante. Donc voilà, il y a quelque chose en fait de magique dans cette histoire. Bon, merci beaucoup en tout cas Cécile, et puis merci. Je crois qu'on peut en fait rejoindre le café en haut et puis on peut partager un verre et continuer la discussion là. Merci beaucoup. Merci à tous.